C'est là que le paradoxe commence. Donald Trump dit vouloir sécuriser le vote, mais affirme désormais que les républicains devraient nationaliser le vote et prendre le contrôle des élections dans au moins 15 endroits. Fait, il l'a dit, mot pour mot, lors d'un entretien avec Dan Bongino. Fait, il continue d'affirmer avoir gagné l'élection de 2020, y compris dans des États qui ont officiellement certifié sa défaite. Inférence, ce discours ne regarde plus en arrière. Il prépare quelque chose devant. Et si tu penses que c'est un débat lointain, détrompe-toi. Parce que derrière ces mots, des bulletins ont été saisis, 700 boîtes emportées dans un comté clé de Géorgie et une enquête fédérale touche directement une élection que Trump conteste encore. Mais voici le détail que presque tout le monde survole. Pendant que ce débat enfle, les règles du jeu elles-mêmes deviennent l'enjeu. Et c'est exactement là que l'histoire commence à changer. Ce qui se passe ici n'est pas une sortie isolée, ni une provocation de plus. Fait, ces déclarations arrivent alors que des responsables du comté de Fulton en Géorgie confirment qu'ils vont contester en justice la saisie par le FBI de documents liés à l'élection de 2020. Fait, des agents ont pris les originaux, pas des copies, y compris des bulletins provisoires et des votes par correspondance en personne. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas théorique et ce n'est pas abstrait. La Constitution, rappelle le Washington Post, confie l'organisation des élections aux États, pas au pouvoir fédéral. Pourtant, le discours change de registre. La question n'est plus « y a-t-il eu fraude ?», mais « qui doit contrôler le processus ?» Et maintenant, regarde bien ce qui manque dans ce débat. Aucune preuve nouvelle, mais une montée en pression très concrète. C'est là que le récit s'inscrit dans un schéma plus large, où la contestation devient un levier. Et à ce moment précis, l'enjeu cesse d'être juridique pour devenir politique. Voici l'affirmation centrale et elle est lourde de conséquences. Trump ne se contente plus de contester un résultat, il cherche à redéfinir l'autorité. Fait, sur le podcast de Dan Bongino, il affirme que ces gens ont été amenés dans notre pays pour voter illégalement et reproche aux républicains de ne pas être plus durs, allant jusqu'à dire qu'ils devraient prendre le contrôle du vote dans au moins 15 endroits. Ce ne sont pas des sous-entendus. Ce sont des mots précis, prononcés à voix haute. Ce langage fait une chose très claire. Il transforme une accusation non prouvée en justification d'une prise de contrôle. Et maintenant, observe ce qui n'est pas dit. Il ne cite aucun État précis, aucune preuve nouvelle, aucun mécanisme légal. Juste une conclusion radicale. Inférence. Quand les détails disparaissent, c'est souvent parce que l'objectif n'est plus de convaincre, mais de préparer. Et pendant que cette idée circule, une action concrète a déjà eu lieu sur le terrain, loin des micros. C'est là que l'écart entre discours et réalité commence à inquiéter. Et c'est ici que la situation change d'échelle. Fait. À Fulton County, près d'Atlanta, une équipe d'agents du FBI a investi le centre électoral et emporté environ 700 boîtes de bulletins et d'informations électorales liées à l'élection présidentielle de 2020. Fait, selon les responsables locaux, les agents n'ont pas seulement copié les documents, ils ont pris les originaux, y compris des bulletins provisoires et des votes par correspondance en personne. Ce genre d'intervention était autrefois impensable dans un conflit politique aussi sensible. Pourtant, elle s'est produite. Et c'est là que le précédent apparaît. Quand des institutions fédérales commencent à intervenir directement dans l'infrastructure électorale locale, ce qui semblait exceptionnel commence à devenir normalisé. Pas par une loi, pas par un vote, mais par l'habitude. Regarde bien comment ça s'installe. Un discours qui justifie, une action qui suit, puis un débat qui s'épuise. C'est exactement comme ça que des lignes rouges cessent d'en être. Et maintenant, la question n'est plus de savoir si c'est légal ou non, mais combien de fois cela peut se reproduire avant que plus personne ne s'en étonne. Voici maintenant l'élément qui change durablement la lecture de toute cette affaire. Fait, selon le New York Times, le lendemain même de la perquisition en Géorgie, la directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard, a facilité un appel entre Donald Trump et les agents du FBI chargés de cette enquête. Fait, le président leur a parlé directement, en haut-parleur, les a interrogés, puis les a remerciés et félicités pour leur travail. Et c'est là que la contradiction devient impossible à ignorer. Officiellement, la Maison-Blanche affirme que Trump s'est contenté de sécuriser les élections et que cette enquête est menée de manière indépendante.
Pourtant, le Times souligne le caractère sans précédent de cet échange. Au lieu de passer par la hiérarchie, Trump s'adresse directement aux agents de terrain d'une enquête politiquement explosive dans laquelle il a un intérêt personnel direct. Observe bien ce décalage. D'un côté, un discours sur l'état de droit, de l'autre, un contact direct avec ceux qui tiennent physiquement les preuves. Inférence, même sans donner d'ordres explicites, cette proximité suffit à brouiller une frontière essentielle. Et une fois cette frontière franchie, il devient très difficile de revenir en arrière. Et maintenant, tout s'accélère. Fait, pendant que le comté de Fulton annonce qu'il va contester la perquisition en justice, ses responsables expliquent que le mandat autorisait la copie des documents, pas la saisie des originaux. Fait, malgré cela, les bulletins ont quitté le site. Et comme l'a reconnu un intervenant à l'antenne, le chat est sorti du sac. En parallèle, fait, le ministère de la Justice et le FBI refusent de commenter pendant que la Maison-Blanche défend l'enquête en affirmant que le président avait promis de sécuriser les élections. 3 mouvements presque simultanés, une contestation judiciaire, une action irréversible sur le terrain, un silence institutionnel au sommet. Rien de tout cela n'est lent ou réfléchi. Tout se fait sous pression, dans l'urgence, sans consensus clair. Et c'est là que le contrôle commence à glisser. Parce qu'une fois que les preuves sont parties, une fois que les lignes de commandement sont brouillées, il ne reste plus que des versions opposées des faits. Et quand chaque camp se replie sur sa propre réalité, une question devient impossible à éviter. Que se passe-t-il si cette mécanique continue de s'emballer? Et maintenant, ramène tout ça à toi. Pas à Washington, pas au parti, à ta vie réelle. Fait, quand des bulletins originaux sont saisis, quand des enquêtes fédérales entrent dans des centres de vote locaux, ce ne sont pas des concepts abstraits qui bougent, ce sont des élections concrètes. Les tiennes. Inférence. Si le processus devient un champ de bataille permanent, chaque scrutin futur est automatiquement suspect, quel que soit le vainqueur. Et ça change quelque chose de très simple, la confiance. Tu peux perdre une élection et accepter le résultat. Mais quand on te répète que le système lui-même est truqué, encore et encore, la défaite devient une preuve et la victoire de l'autre une fraude. C'est comme ça que des voisins commencent à douter du vote de leurs voisins. Comme ça que des résultats officiels ne suffisent plus. Et c'est là que le coût humain apparaît. Moins de participation, plus de colère, plus de soupçons. Pas parce que les règles ont changé sur le papier, mais parce que plus personne ne croit qu'elles protègent encore quelqu'un. Si cette sensation te semble familière, dis-le dans les commentaires. Parce que ce malaise n'est pas accidentel. Et la suite de l'histoire explique pourquoi. Pour comprendre pourquoi tout cela est possible, il faut regarder le système, pas seulement les acteurs. Fait, la Constitution laisse aux États et même aux comtés une large autonomie dans l'organisation des élections. Fait, comme le rappelle le débat à l'antenne, cette fragmentation a longtemps servi de protection contre des politiciens trop zélés. Mais voici le mécanisme qui s'est enclenché. Inférence, quand la confiance s'effondre, cette décentralisation, au lieu d'être un bouclier, devient une faiblesse exploitable. Il suffit d'attaquer assez fort, assez souvent, pour transformer chaque niveau du système en suspect potentiel. Ajoute à cela des incitations claires, le spectacle médiatique, la pression politique et la peur d'être accusé de cacher quelque chose. Résultat, les institutions réagissent, parfois excessivement, pour prouver leur légitimité. Et chaque réaction alimente le soupçon suivant. Ce n'est plus une question de droite ou de gauche. C'est une mécanique où personne n'a intérêt à appuyer sur pause. Parce que dans un environnement saturé de récits concurrents, reculer ressemble à un aveu. Et c'est cette logique-là, silencieuse mais puissante, qui permet à des idées autrefois impensables de s'installer sans même être votées. À partir d'ici, 2 trajectoires se dessinent et aucune n'est théorique. Première possibilité, fait. La contestation se poursuit, les enquêtes s'étendent, les procédures juridiques s'enchaînent. Chaque élection devient un dossier potentiel, chaque défaite un prétexte à intervenir davantage. Inférence, dans ce scénario, le débat ne se règle jamais, il s'institutionnalise. Le contrôle progresse par petites touches, justifié à chaque fois par l'urgence de sécuriser le système. Deuxième possibilité, fait. Une réaction politique ou électorale finit par imposer une limite claire, soit par les tribunaux, soit par les urnes, mais même là, rien ne revient vraiment à l'état d'avant. Parce qu'une fois le précédent créé, il reste disponible. Et c'est ça le point clé. Comme l'explique un intervenant, une fois que le seau est brisé, le suivant peut simplement dire merci et garder l'outil. Regarde bien ce moment. On n'est pas encore au point de rupture.
Mais on n'est plus au point de départ. Quelque chose est déjà en mouvement et la prochaine décision, quelle qu'elle soit, ne partira jamais de zéro. Elle partira d'ici. Il y a une leçon plus profonde dans toute cette séquence et elle dépasse Trump. Fait. Cette histoire commence par des mots, se poursuit par des actes et s'installe par des précédents. Elle montre comment un système peut être transformé sans annonce officielle, sans réforme spectaculaire, simplement par accumulation. Inférence. Le vrai pouvoir ne réside pas seulement dans le contrôle direct, mais dans la capacité à redéfinir ce qui paraît normal. Une perquisition devient logique. Un appel direct aux enquêteurs devient défendable. La centralisation du vote devient discutable. Et soudain, ce qui aurait choqué hier devient un sujet parmi d'autres aujourd'hui. Reframe tout en une phrase. Ce n'est pas une bataille sur le résultat d'une élection passée. C'est une lutte silencieuse sur qui contrôle les élections futures. Et cette lutte n'est pas terminée. Elle ne fait que changer de forme. La prochaine étape ne sera peut-être pas un discours ni une descente du FBI, mais une décision apparemment technique passée presque inaperçue. C'est exactement pour ça qu'il faut suivre ce genre d'histoire jusqu'au bout. Si tu veux comprendre ce qui se prépare avant que ça n'explose au grand jour, abonne-toi, parce que la suite ne se jouera pas dans les slogans, mais dans les détails que presque personne ne regarde.